C'était comme traverser un épais brouillard, avec des étincelles tout autour. J'ai rouvert les yeux, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Aujourd'hui, en traversant l'Angleterre, je me suis arrêté à la gare de King's Cross pour déjeuner. Après avoir pris à manger chez McDonald's, je sortais tranquillement quand un homme sans abri m'a fixé droit dans les yeux et a prononcé mon nom. Mon nom complet, sans aucune hésitation. Juste mon nom, sans rien dire d'autre avant ou après. Je me suis figé sur place. Je suis latino et, comme beaucoup de familles latino-américaines, nous avons plusieurs noms de famille. Il a prononcé mon nom entier, incluant mes 2 noms de famille. Il n'y a absolument aucune chance qu'il me connaisse. Je ne vis pas à Londres, et il avait facilement 40 ans de plus que moi. C'était comme s'il connaissait mon identité, mais il n'y avait aucun moyen que ce soit possible. Cette rencontre m'a donné la chair de poule. Mon instinct m'a poussé à l'ignorer et à continuer mon chemin, ce que j'ai fait. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas voulu en savoir plus, même si une part de moi mourait d'envie de comprendre comment il connaissait mon nom. Par la suite, j'ai appelé ma famille et leur ai demandé s'ils connaissaient quelqu'un à Londres ou si nous avions des proches là-bas. Personne n'en avait la moindre idée, et aucun de mes proches n'a jamais mentionné de lien avec cette ville. Je suis certain qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de connaître mon identité. Je ne donne que mon prénom et mon nom de famille aux personnes que je rencontre ici aux États-Unis, et il est impossible que cet homme, que je n'ai jamais vu de ma vie, puisse connaître mes autres noms. Seuls mes proches connaissent mon nom complet, celui qui inclut mes prénoms et mes noms de famille. En juin 2018, ma fille et moi avons décidé d'aller prendre le petit déjeuner au Waffle House, situé à environ 400 mètres de chez nous. Comme nous y allions à pied, je n'avais pris que les clés de la maison et ma carte bancaire, que j'avais glissée dans la poche de mon jean. Après avoir savouré notre repas, nous nous sommes dirigés vers la caisse. J'ai réglé l'addition, récupéré ma carte, puis nous sommes repartis tranquillement vers la maison. Tout se passait normalement jusqu'à ce que, à quelques pas de chez nous, je mette la main dans ma poche pour sortir les clés et me rendre compte que ma carte bancaire n'y était plus. La panique m'a envahi. Je me suis immédiatement demandé où elle pouvait être. Sans même ouvrir la porte de la maison, nous avons rebroussé chemin et sommes retournés au Waffle House, scrutant attentivement le trottoir et le bord de la route au cas où la carte serait tombée. De retour au restaurant, j'ai demandé à la caissière si, par hasard, j'avais oublié ma carte sur le comptoir ou si quelqu'un l'avait trouvée et rapportée. Elle m'a assuré qu'elle me l'avait bien rendue, et qu'aucun client n'avait apporté de carte trouvée par terre ou ailleurs. Mon angoisse grandissait. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de rentrer chez moi pour appeler ma banque et faire opposition. Nous avons donc pris une grande inspiration et commencé à refaire le chemin en direction de la maison, le moral dans les chaussettes. Une fois arrivé, j'ai ouvert la porte et me suis précipité vers la cuisine, encore en train de réfléchir à ce que je devais faire. C'est alors que, du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose d'inhabituel sur le comptoir. Il y avait un bout de papier plié. Je me suis approché et, à ma grande surprise, en dépliant le papier, j'ai découvert mon reçu du Waffle House, enroulé autour de ma carte bancaire. Je n'arrivais pas à y croire. La carte et le reçu étaient déjà là, à la maison, alors que je venais à peine de rentrer. Cela semblait impossible, comme si le temps ou la logique avait été brièvement suspendu. Ma fille était derrière moi tout le long du chemin du retour et quand nous avons franchi la porte, elle n'a jamais eu l'occasion de déposer quoi que ce soit dans la cuisine. En fait, je tenais moi-même les clés et avais ouvert la porte devant elle. Elle n'aurait pas pu placer ma carte là sans que je m'en rende compte. Je m'étais retrouvé avec un pneu crevé sur le bord de l'autoroute. Ce jour-là, j'avais passé la journée à la plage, donc j'étais en maillot de bain, et mon portefeuille, contenant 400 $ en liquide, l'argent du loyer, était dans la boîte à gants pour ne pas risquer de le perdre. Je me suis débrouillé pour changer le pneu rapidement et j'ai repris la route pour rentrer chez moi. Mais une fois arrivé, je me suis rendu compte que mon portefeuille avait disparu. J'ai retourné la voiture de fond en comble, mais il n'était nulle part. Je suis retourné vérifier dans la boîte à gants, mais pas de trace du portefeuille ni de l'argent. J'étais sûr et certain qu'il avait dû tomber quelque part sur l'autoroute pendant que je changeais le pneu.
Résigné, je me suis fait à l'idée qu'il était perdu à jamais. 12 ans plus tard, je me retrouve sur la même autoroute, en train de faire le même trajet de retour de la même plage, mais cette fois, avec ma femme au volant. Il y avait un embouteillage terrible, bouchon après bouchon, et au milieu de tout ce chaos, elle a eu un léger accrochage. Elle a heurté la voiture de devant. Rien de grave, juste un petit choc à l'arrière du pare-choc. Nous nous sommes tous garés sur le bas-côté pour échanger nos informations. Après avoir rempli les papiers, je me suis éloigné pour aller dans les buissons, histoire de prendre une petite pause de confort. Et là, en plein milieu des buissons, une chose familière a attiré mon regard. Posé là, intact, comme si le temps s'était figé autour de lui, se trouvait mon portefeuille rouge en velcro, celui que j'avais perdu en 1985. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis penché pour le ramasser, hésitant à y croire. Je l'ai ouvert, et tout était là. L'argent, les cartes, les papiers, exactement comme je les avais laissés. Rien n'avait bougé, rien ne semblait avoir été touché, comme si ce portefeuille avait été préservé dans le temps. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il ne montrait aucun signe de détérioration, malgré les 12 ans qui s'étaient écoulés. Pas de traces d'usure, pas de dégâts dus à la pluie ou au soleil. Le velcro collait toujours parfaitement, comme neuf. On aurait dit qu'il avait été protégé par un champ invisible, resté en parfait état pendant tout ce temps. C'était comme si le temps s'était courbé pour me redonner ce qui m'avait été pris. Je me dirigeais vers l'appartement de ma belle-mère pour récupérer mon mari et nos enfants. Elle vivait au 3e étage d'un vieil immeuble, sans ascenseur, avec un large escalier en colimaçon qui montait jusqu'au dernier étage. Il n'y avait qu'un seul chemin d'accès, pas d'autre moyen de descendre ou de sortir. En arrivant, j'ai sonné à l'interphone depuis le hall, m'attendant à ce que mon mari descende avec les enfants. Il était toujours à l'étage, alors je me suis décidé à monter pour le rejoindre. Il n'y avait qu'une volée de marche qui nous séparait. Pourtant, d'une manière complètement inexplicable, nous ne nous sommes jamais croisés. Lorsque j'ai atteint le 3e étage, la porte de l'appartement était déjà ouverte. Mon enfant en bas âge se tenait là, accompagné de ma belle-mère. Nous avons échangé quelques mots courtois, et j'ai attendu que mon mari descende avec notre 2e enfant. Cependant, à ma grande surprise, ma belle-mère m'a informé que mon mari était déjà parti, emmenant avec lui notre autre enfant. Un sentiment de confusion m'a saisi. Comment avait-il pu sortir sans me croiser ? Il n'y avait qu'un seul escalier, une seule voie d'accès à cet étage. Le cerveau engourdi par l'incompréhension, j'ai repris le chemin inverse, redescendant les marches avec cette sensation étrange qui me parcourait l'échine. Et c'est alors que je l'ai vu, debout près de la voiture, comme s'il n'y avait rien d'anormal. Il semblait parfaitement à l'aise, attendant calmement notre arrivée. Ma confusion grandissait. Comment était-il arrivé là sans m'avoir croisé ? Seule l'idée qu'il aurait pu emprunter un autre chemin me venait en tête, mais il n'y avait pas d'autre issue dans cet immeuble. Nous aurions dû nous croiser, nous aurions dû nous voir, ne serait-ce qu'un instant. Son visage, en me voyant descendre, montrait une surprise presque semblable à la mienne. Il semblait chercher une réponse, aussi perdu que moi dans cet événement absurde. Il affirmait avoir été encore à l'étage lorsque j'avais sonné à l'interphone, comme si nous avions utilisé le même escalier au même moment, sans jamais nous apercevoir. Nous avons fini par accepter, à contre-séhur, que quelque chose d'étrange s'était produit. L'idée que nous avions traversé le même espace sans interagir, sans même nous croiser visuellement, nous laissait un sentiment d'irréalité totale. C'était comme si, l'espace de quelques minutes, nous avions été rendus invisibles l'un pour l'autre, évoluant dans une sorte de dimension parallèle, hors du temps et de l'espace habituel. Cette expérience défiait toute logique. Je m'étais retrouvé face à un mur d'incompréhension, cherchant en vain une explication qui me permettrait de rationaliser ce qui s'était passé. Pourtant, plus j'y pensais, plus le souvenir de cette montée et descente de marche m'échappait, comme si cet événement échappait lui-même aux lois de notre réalité. Rationnellement, tout semblait impossible. Un espace fermé, un seul escalier, aucune porte de sortie supplémentaire. Il n'y avait pas de marge pour une telle anomalie. Pourtant, cet événement s'était bien produit, et nous étions restés là,
chacun essayant de trouver un sens à ce moment où, brièvement, nous avions cessé d'exister dans le même espace-temps. Ce jour-là, nous avons tous deux eu l'impression d'avoir franchi une frontière invisible, pénétrant dans un endroit où, pendant quelques instants, nous n'étions plus réellement présents dans le monde de l'autre. Ma fille a reçu un livre pour Noël. C'est un petit livre adorable qui joue des mélodies, et chaque page est illustrée de jolis dessins. Sur la première page, il y a 4 canards flottant sur un ruisseau, 3 petits canetons jaunes et un canard brun. Les canards sont tous alignés et regardent dans la même direction. C'est un détail important, car ma fille n'a qu'1 an, et en ce moment, elle adore compter et les choses répétitives. À chaque fois que nous ouvrons le livre à la page des canards, elle pointe du doigt chaque canard et je les compte à voix haute. J'ai dû le faire au moins une centaine de fois, sans exagérer, elle adore ce livre et ne veut pas le lâcher. Mon mari lui a aussi lu le livre de nombreuses fois, et il a pris l'habitude de compter les canards lui aussi, dès qu'il la voyait pointer du doigt. Ce matin, alors que je lisais le livre avec elle, c'est un tout petit livre, il ne fait que 8 pages, mon mari regardait la scène. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce que ma fille tourne la première page, celle avec les canards, et mon mari et moi nous sommes regardés perplexes. Le canard à l'arrière de la ligne était tourné dans l'autre sens. Je vous assure, j'ai examiné ces canards des dizaines et des dizaines de fois au cours des derniers jours. Je les ai comptés encore et encore, et ils regardaient tous dans la même direction. Je mettrais ma main à couper. J'ai d'abord essayé de me dire que je pouvais peut-être m'être trompé à cause de la fatigue, parce que, soyons honnêtes, être parent de jeunes enfants peut vous épuiser et vous faire douter de votre mémoire. Mais honnêtement, je connais ce livre par cœur, je pourrais le décrire les yeux fermés. Alors penser que j'aurais pu faire une erreur aussi énorme me semble invraisemblable. Et ce n'est pas tout, c'est aussi le fait que mon mari ait remarqué le changement exactement au même moment que moi. Nous avons tous les deux regardé la page, puis nous nous sommes regardés l'un l'autre, stupéfaits. Lui aussi semblait perturbé. Il était aussi convaincu que moi que tous les canards regardaient dans la même direction avant ce matin. Nous sommes parfaitement d'accord sur le fait que quelque chose a changé dans le livre. Je ne sais pas si cela peut être classé comme un glitch, un décalage temporel ou simplement une illusion, mais ce qui est arrivé à ma famille et moi reste quelque chose d'inexplicable à ce jour. C'était l'été 2011. Dans la voiture, il y avait moi, ma sœur, mon père et ma belle-mère. Nous étions en route pour un camping. D'autres membres de la famille devaient nous rejoindre, mon oncle et ma grand-mère, chacun arrivant séparément. Ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient sur le point de partir, nous demandant si nous avions besoin de quelque chose des magasins et pour nous donner une idée de leur heure d'arrivée. À ce moment-là, nous étions déjà bien en route, à plus de la moitié du trajet. Ils nous avaient dit qu'ils arriveraient environ 3 heures après nous. Nous avons continué notre chemin, changé de station de radio, et traversé un tunnel. À la sortie du tunnel, le téléphone a sonné à nouveau. C'était ma grand-mère, qui nous demandait où nous étions, avec une voix légèrement soulagée d'avoir réussi à nous joindre. Ce qui nous a tous pris au dépourvu, c'est que ma grand-mère et mon oncle étaient déjà arrivés au camping. Mon père, un peu surpris, a simplement dit « Oh, alors vous êtes déjà là, gardez-nous un emplacement ». Mais la réponse de ma grand-mère n'avait aucun sens, « Mais où étiez-vous, si vous êtes encore en route ?» Mon père a commencé à perdre patience et a répondu « Que veux-tu dire par où nous étions ? Tu viens juste de nous parler il y a un moment. » C'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Ma grand-mère nous a dit qu'ils avaient essayé de nous joindre plusieurs fois parce qu'ils n'arrivaient pas à nous avoir au téléphone. Ma belle-mère a alors pointé du doigt l'horloge de la radio. Près de 4 heures s'étaient écoulées. 4 heures. En 30 secondes. Le téléphone s'est tu, et nous sommes restés un moment dans un silence complet. Ma sœur a finalement rompu le silence en demandant ce qui se passait. Mon père, essayant de trouver une explication rationnelle, a dit que l'horloge avait dû se dérégler quand nous avions changé la station de radio et que notre famille nous faisait une mauvaise blague. Pourtant, en regardant nos téléphones, le temps écoulé correspondait bien à celui de la voiture. Nous avons continué notre route en silence. En arrivant au camping, nous avons brièvement évoqué l'incident avec notre famille, puis nous avons choisi de l'ignorer. C'est comme si personne ne voulait vraiment creuser davantage.
Depuis, nous en avons reparlé peut-être 2 ou 3 fois, mais jamais en profondeur. Mon père est persuadé qu'il s'est passé quelque chose d'étrange ce jour-là. Il plaisante souvent en disant que nous avons traversé un vortex temporel, que nous avons été enlevés ou, de façon plus farfelue, que nous avons été drogués par ma belle-mère, qui est médecin généraliste, juste pour le plaisir. Ma belle-mère, de son côté, est plus pragmatique. Elle soutient que nous avons simplement mal calculé le temps, ou, dans le pire des cas, que nous avons vécu une sorte d'illusion collective ou de perte de mémoire partagée. Quoi qu'il en soit, aucun de nous n'a de réponse satisfaisante. Il y a eu ce moment où le temps s'est écoulé d'une manière inexplicable. Pour nous, c'est comme si nous étions restés dans ce tunnel une fraction de seconde, et pourtant, quand nous en sommes sortis, des heures s'étaient écoulées. Chaque matin, j'ai une routine bien établie. Aujourd'hui ne faisait pas exception. Je me suis rendu, comme d'habitude, à la station-service locale pour acheter une boisson énergisante, une habitude que j'ai répétée des milliers de fois. Mais ce matin, quelque chose d'étrange s'est produit, quelque chose d'inhabituel qui m'a complètement dérouté. Je suis arrivé à la station, j'ai garé ma voiture, puis je suis entré dans le magasin. Il y avait déjà 3 personnes dans la file d'attente, ce qui est tout à fait normal à cette heure de la journée. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur, j'ai pris ma boisson, puis je suis allé me placer dans la file d'attente. Cela m'a pris environ 30 secondes depuis l'instant où je suis entré dans le magasin. Le premier client, un homme, payait son cigarillo et son ticket de loterie. Tout se passait normalement. La deuxième personne dans la file était une mère accompagnée de son enfant d'âge scolaire. Ils achetaient du jus de pomme et un petit encas. Ils ont payé et se sont dirigés vers la sortie sans problème. Puis, la troisième personne a avancé au comptoir. C'était une femme d'âge moyen. Elle a demandé un paquet de cigarettes mentholées et a commencé à lever le bras pour indiquer le paquet qu'elle voulait. Mais, au milieu de son geste, elle s'est figée. Pas un mouvement, rien. C'était comme si elle avait été mise sur pause. Son bras était suspendu dans l'air, complètement immobile. Il n'y avait aucune réaction, même pas un clignement d'yeux. Son corps entier était figé dans une position bizarre, comme si le temps s'était arrêté uniquement pour elle. Le reste du magasin, en revanche, continuait à fonctionner normalement. Je voyais la mère et l'enfant monter dans leur voiture à l'extérieur. Les voitures circulaient comme d'habitude sur la route principale. Tout semblait en mouvement, sauf cette femme. Elle était figée dans une immobilité absolue, si totale que même ses vêtements ne bougeaient pas. C'était comme si elle ne respirait plus, comme si elle avait été coupée de la réalité. Après une dizaine de secondes, le caissier a semblé s'inquiéter. Il a regardé la femme avec incompréhension, cherchant des signes de réaction. Il n'y en avait aucun. Puis, après une vingtaine de secondes d'immobilité complète, quelque chose de très étrange s'est produit. La femme a soudainement repris son mouvement, mais de manière accélérée, presque comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton avance rapide d'un lecteur vidéo. Son bras a terminé son mouvement en une fraction de seconde, pointant brièvement vers les cigarettes avant de revenir instantanément le long de son corps. Son corps entier a changé de position sans mouvement apparent, comme si elle avait été repositionnée. Et à ce moment-là, un son bizarre est sorti de sa bouche, comme un bruit accéléré, incompréhensible et mécanique, plutôt que des mots. Le tout a duré à peine une seconde. Puis, comme si de rien n'était, elle a repris son comportement habituel. Elle a payé ses cigarettes et est sortie du magasin. Le reste de la scène s'est déroulé comme si l'étrange épisode n'avait jamais eu lieu. La femme est partie, et la vie dans le magasin a repris son cours normal. Tout semblait redevenu familier et ordinaire, à l'exception de cet instant où la réalité s'était déformée devant mes yeux. La femme s'était figée, puis avait accéléré comme si le temps avait sauté une étape. Cet événement m'a laissé perplexe pendant des heures. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais rien ne tenait. Je ne comprenais pas comment quelque chose d'aussi étrange pouvait se produire. C'était comme si, pour une fraction de seconde, la femme avait été déconnectée de notre réalité et puis réintégrée à une vitesse inhumaine, comme une vidéo qui saute des images. Quand j'étais en classe de première au lycée, à l'âge de 16 ans, ma famille et moi avons déménagé dans un nouvel appartement.
Vers la fin de la journée, alors que nous faisions les derniers allers-retours pour emménager, mon père, un ami de la famille, que je ne connaissais pas vraiment et avec qui je n'ai plus eu de contact depuis, et moi-même, nous nous dirigions vers l'ascenseur pour descendre récupérer les derniers cartons dans la voiture. Nous étions à peine arrivés à l'ascenseur quand mon père est entré dedans. Là, de manière complètement inattendue, la porte s'est refermée presque immédiatement derrière lui. C'était particulièrement étrange parce que l'ascenseur n'était resté ouvert que quelques secondes, et il s'était refermé bien plus rapidement que tout ce que j'avais pu observer auparavant. Habituellement, les portes prennent plus de temps à se refermer, mais cette fois-ci, elles ont claqué presque instantanément. La porte refusait de s'ouvrir à nouveau. Nous étions tous perplexes. Nous avons commencé à parler à mon père à travers la porte, et il nous entendait parfaitement, tout comme nous pouvions l'entendre. Puis, au milieu d'une phrase, sa voix s'est coupée net. Le silence a envahi le couloir, et, comme par magie, la porte s'est ouverte. L'ascenseur était vide. Totalement vide. Pas de trace de mon père. L'ami de la famille et moi nous sommes figés, stupéfaits. Après quelques secondes d'hésitation, je suis entré dans l'ascenseur pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, que mon père n'était pas coincé dans un coin ou que je ne rêvais pas. Rien. Pas de signe de lui. Je suis ressorti de l'ascenseur, et, immédiatement, les portes se sont refermées à nouveau avant de se rouvrir presque instantanément. Mon père se tenait là, au milieu de l'ascenseur, l'air complètement éberlué, comme s'il venait de se téléporter. C'était comme s'il était apparu de nulle part, debout au centre de la cabine, l'air choqué et un peu perdu. Nous lui avons demandé ce qui s'était passé. Il nous a expliqué que, de son point de vue, après que la porte de l'ascenseur se soit refermée, il avait arrêté de nous entendre, tout d'un coup. L'ascenseur a ensuite commencé à monter, et il s'est arrêté brusquement. Puis, ce qu'il a entendu l'a totalement désorienté. Derrière les portes fermées, des bruits de créatures sauvages, des grognements et des sons qu'il ne pouvait même pas identifier, se sont fait entendre. Comme si des animaux se trouvaient de l'autre côté. Il a également perçu des bruits de griffes ou de griffonnage sur la porte, des bruits qui le faisaient frémir. Pour lui, cette situation a duré environ 5 minutes. Il attendait, figé, ne sachant pas quoi faire, jusqu'à ce que, sans prévenir, la porte s'ouvre. L'ascenseur n'avait pas bougé, il n'avait pas ressenti de mouvement de descente, mais là, la porte s'est ouverte, et nous étions là. De son point de vue, il venait de vivre un long moment d'incompréhension, mais de notre côté, tout s'était déroulé en quelques secondes seulement. Nous avons vécu dans cet immeuble pendant plus d'1 an après cet incident. L'ascenseur n'a plus jamais refait ce genre de choses. Il n'y a pas eu de problème mécanique, ni de situations étranges similaires. Nous n'avons jamais réussi à comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là, et ce mystère reste, encore aujourd'hui, sans réponse. En raison de préoccupations liées à ma vie privée, je ne peux pas révéler ma localisation exacte. Je vis dans une petite ville rurale de l'État de Washington, et la semaine dernière, tôt le mercredi matin, il y a eu un grave accident sur la route près de chez moi. J'étais en route pour me rendre au travail, mais je me suis retrouvé bloqué par les agents de la police locale qui dirigeaient la circulation autour de la scène de l'accident. J'ai dû appeler ma responsable pour lui expliquer que j'allais être en retard à cause de l'embouteillage. Après le travail, j'ai allumé les infos locales pour entendre les détails de l'accident. À ma grande surprise, il n'y avait aucune mention de l'incident. Je pourrais comprendre qu'un petit accrochage passe inaperçu, mais là, il s'agissait de quelque chose de bien plus sérieux. J'ai vu au moins 3 ambulances stationnées près des voitures de police. C'était un véritable chaos. Le lendemain, j'ai scruté les mises à jour des infos locales et les publications de la police sur Facebook, cherchant désespérément des informations sur ce gros carambolage. Mais rien. Pas la moindre mention. J'ai même interrogé mes voisins et certains agents de police que je connais, mais aucun d'eux ne se souvenait d'un quelconque accident ce jour-là. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'un résident local avec qui j'avais discuté le matin de l'accident semble tout bonnement avoir disparu. Aujourd'hui, sur le chemin du retour, j'ai aperçu un promeneur de chiens près de l'endroit où l'accident s'était soi-disant produit. Je lui ai demandé s'il connaissait l'homme à qui j'avais parlé ce matin-là. Je l'ai décrit en détail, de la tête aux pieds, pour éviter toute confusion. Au début,
le promeneur m'a regardé d'un air ahuri, comme s'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Puis son expression a changé, passant à l'agacement, comme si ma question était totalement absurde. Il m'a répondu que l'homme dont je parlais était mort depuis plus d'1 an. Je ne savais plus quoi penser. Comment cela pouvait-il être possible? Je me souviens distinctement de notre conversation ce matin-là. C'était quelqu'un de parfaitement réel, avec qui j'ai échangé sur des sujets banals, tout en observant le chaos de l'accident. Je n'invente rien. Je l'ai vu, je lui ai parlé. Il portait un manteau beige, une casquette usée, et il m'a même demandé si je savais combien de temps la route resterait bloquée. Et pourtant, le promeneur de chiens m'a assuré, avec une conviction glaciale, que cet homme était décédé depuis longtemps. Il semblait sincèrement agacé par ma question, comme si j'essayais de lui faire une mauvaise blague. Depuis, je suis hanté par cet incident. Je me demande si ce que j'ai vu était réel ou si je suis en train de perdre la tête. Comment un accident d'une telle ampleur peut-il n'avoir jamais existé? Je m'étais levé, j'avais préparé le petit déjeuner de ma fille, mais, comme souvent, elle s'était retrouvée en retard. Elle s'était habillée à la hâte, avait ramassé son sac d'école en vitesse et, en voyant l'heure, je lui avais proposé de prendre sa tartine dans la voiture. Elle a souvent l'habitude de manger en route lorsqu'elle manque de temps, ce qui est devenu une routine familière dans notre quotidien. J'avais grillé une tranche de pain, l'avais soigneusement beurrée et posée sur une petite assiette avant de la lui donner. Elle a pris l'assiette, et nous sommes montés dans la voiture pour entamer notre trajet habituel jusqu'à l'école. Nous parlions de tout et de rien, des devoirs qu'elle devait rendre, des projets pour le week-end, des petits détails de la vie quotidienne. Pendant ce temps, du coin de l'œil, je la voyais porter la tartine à sa bouche et en prendre une première bouchée. Rien de surprenant jusque-là. Je pouvais l'entendre mâcher doucement tout en répondant à mes questions d'une voix légèrement étouffée. Puis, après une vingtaine de secondes, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle s'est tournée vers moi, tenant la tartine d'une main incertaine, un air de confusion sur le visage. En jetant un coup d'œil rapide, j'ai constaté que le pain semblait intact. Il n'y avait aucune trace de morsure. La tartine était parfaite, sans le moindre morceau manquant, comme si elle n'avait jamais été touchée. Pourtant, quelques instants plus tôt, je l'avais vue prendre une bouchée. Cela n'avait aucun sens. Plus intriguant encore, elle semblait avoir quelque chose dans la bouche. Elle l'a ouvert pour me montrer qu'elle mâchait bien un morceau de pain. Ce qui restait de cette bouchée était toujours là, une demi-tranche à peine mâchée. Cependant, la tartine qu'elle tenait dans la main ne montrait aucune marque. C'était comme si le morceau qu'elle avait avalé n'avait jamais été prélevé du pain qu'elle tenait. Nous étions toutes les deux perplexes. Ce moment, bien que court, semblait suspendu hors du temps. Une sensation de malaise m'envahit, car je n'arrivais pas à trouver la moindre explication logique à ce phénomène. J'ai pris la tartine entre mes mains, l'ai observée sous tous les angles, mais elle était impeccable, sans la moindre irrégularité. Aucun signe de déchirure, aucune trace de dent. Rien ne montrait qu'une partie du pain avait été arrachée. Et pourtant, une bouchée avait disparu, existant désormais dans la bouche de ma fille. Peut-être avait-elle réussi à me jouer un tour? Mais plus j'y pensais, plus cette idée me semblait absurde. L'air stupéfait et désorienté de ma fille ne correspondait pas à une mise en scène ou à une blague qu'elle aurait préparée. Il y avait une sincérité troublante dans son expression, une confusion qui reflétait parfaitement la mienne. Ce n'était pas le comportement d'un enfant taquinant sa mère, mais bien celui de quelqu'un qui vivait un événement totalement inexplicable. Après l'avoir déposée à l'école, je suis resté songeuse. Je repensais sans cesse à cette scène, cherchant désespérément une réponse. Peut-être avais-je mal vu? Peut-être que, distraite par la route, j'avais imaginé cette première bouchée? Ou bien était-ce un jeu de mon esprit, un moment de distraction qui m'avait fait percevoir les choses de manière erronée? Pourtant, le souvenir de cette tartine intacte après la morsure était limpide. Et l'expression de ma fille, ses grands yeux écarquillés et son silence incrédule, m'avaient semblé si authentique. C'était une journée glaciale d'hiver, le genre de journée où chaque respiration se cristallise dans l'air, où le froid s'infiltre jusque dans les os.
Je m'étais réveillé ce matin-là avec une gorge en feu et une sensation d'étourdissement qui me donnait envie de replonger sous les couvertures. Mais mes parents n'avaient pas prêté attention à mes plaintes. Pour eux, c'était une nouvelle tentative de simuler, de feindre la maladie pour éviter l'école. Malgré mes protestations et mes efforts pour leur faire comprendre que je n'allais vraiment pas bien, ils m'avaient simplement ignoré, me forçant à m'habiller et à monter dans le bus scolaire. Arrivé en classe, une lourdeur inhabituelle envahissait tout mon corps, comme si je traînais un poids invisible. Une chaleur étrange montait en moi, et je savais déjà que j'étais fiévreux. Mon front brûlait sous mes doigts tremblants, et ma vision semblait se brouiller de plus en plus. Pourtant, lorsqu'à accent grave la première heure de cours, j'avais timidement levé la main pour demander la permission de sortir me rafraîchir le visage, notre professeur, Monsieur Dubois, m'avait lancé un regard glacial. Sa sévérité me clouait sur place, comme un juge rendant son verdict. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il ne me restait qu'à me résigner, la tête lourde et la gorge nouée. Assis à mon bureau, j'avais tenté de lutter contre la somnolence, mais la fatigue était bien plus forte que ma volonté. J'avais fini par poser ma tête sur le bureau, espérant que le simple contact froid du bois pourrait apaiser le malaise qui m'habitait. C'était sans compter sur l'autorité impitoyable de Monsieur Dubois. À peine ma tête avait-elle touché le bureau que sa voix s'était élevée, dure et tranchante, résonnant dans la classe comme un coup de tonnerre. La soudaine injonction avait provoqué en moi un sursaut incontrôlable. Je m'étais redressé maladroitement, sentant le monde tourner encore plus violemment autour de moi. C'est à ce moment-là que les choses avaient commencé à devenir étranges. Une sensation de flottement m'avait envahi, comme si j'observais la scène depuis l'extérieur de mon propre corps. La réalité semblait s'étirer, distordue. Les voix de mes camarades me parvenaient de manière confuse, comme assourdies par une couche de brouillard épais. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Je les entendais, mais leurs lèvres restaient closes. En face de moi, Thomas, mon voisin de classe, semblait perdu dans ses pensées. Ses lèvres étaient immobiles, mais je pouvais clairement percevoir sa voix dans ma tête. Il espérait que le professeur ne le choisirait pas pour réciter la leçon. Je le savais. C'était impossible, mais je le savais. À mesure que les minutes s'égrenaient, d'autres voix se superposaient, se fondaient en un murmure incessant. Chacune de ces pensées était un fragment isolé, un monologue silencieux, une plainte, une lassitude, une inquiétude. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je perdais la raison. Mais la précision des pensées que je percevais était trop réelle pour être un simple fruit de mon imagination. Mon esprit semblait s'étendre, captant les pensées les plus anodines de mes camarades. C'était surréaliste. À la pause, j'avais décidé de mettre cette étrange capacité à l'épreuve. Je m'étais approché de Maxime, mon meilleur ami, et j'avais lancé une phrase sans réfléchir, répétant exactement ce que j'avais entendu dans sa tête. Il n'avait pas envie de voir son cousin ce week-end. Le regard qu'il m'avait jeté, empli de stupeur et d'incompréhension, m'avait figé sur place. C'était bien réel. J'étais capable de lire leurs pensées. Pendant le reste de la pause, j'avais continué à tester cette étrange faculté, devinant les pensées de mes camarades, répétant ce qu'ils se disaient intérieurement. Leurs réactions oscillaient entre fascination et crainte. Certains me fixaient avec de grands yeux ronds, d'autres s'éloignaient discrètement, comme pour se protéger de cette nouvelle version de moi qu'ils ne comprenaient pas. Au fur et à mesure que je m'appropriais ce nouveau pouvoir, quelque chose d'encore plus douloureux s'était produit. J'avais involontairement capté les pensées de Claire, la fille dont j'étais secrètement amoureux. Elle était assise un peu plus loin, entourée de ses amis. Concentré sur elle, j'avais ressenti un choc brutal lorsque ces pensées m'étaient parvenues. Elle me trouvait repoussant, se demandait pourquoi je la regardais toujours. Ces mots, bien qu'intérieurs, avaient été comme un coup de poignard dans la poitrine. Je n'avais pas pu m'empêcher de m'approcher d'elle, le cœur lourd, blessé par ce que je venais de découvrir. Mes paroles s'étaient échappées avant même que je ne puisse les retenir, exprimant une douleur que je ne pouvais plus contenir. Claire avait détourné les yeux, mal à l'aise, et s'était levée brusquement, s'éloignant sans un mot, les épaules secouées. Le reste de la journée s'était déroulé comme dans un rêve étrange. Les murmures s'étaient peu à peu estompés, laissant place à un silence assourdissant dans mon esprit. Mes camarades m'observaient d'un air craintif, chuchotant dans mon dos. En rentrant chez moi, épuisé par tout ce que j'avais vécu, je m'étais effondré sur le canapé,
incapable de réfléchir davantage. Le sommeil m'avait pris d'un coup, lourd et profond, m'enveloppant dans un voile de noirceur. Le lendemain matin, je m'étais réveillé en sursaut, la voix de ma mère résonnant dans mes oreilles. J'avais raté le bus. Elle me regardait, furieuse et inquiète, mais je n'arrivais pas à formuler une réponse cohérente. Tout semblait si flou, si irréel. Avais-je vraiment vécu tout cela? Était-ce le délire d'un esprit fiévreux? En arrivant à l'école, les regards de mes camarades avaient suffi à dissiper mes doutes. Maxime s'était approché, un sourire en coin. Il avait plaisanté sur ma capacité à lire dans les pensées, confirmant que ce que j'avais vécu n'était pas une simple hallucination. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu cette faculté. Mais, chaque fois que mes amis évoquent ce moment étrange, je sais que ce n'était pas un rêve. Mon père et moi adorons faire du géocaching. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de petites boîtes cachées dans des lieux publics, contenant généralement un carnet pour signer son passage et parfois des petits objets à échanger. On télécharge les coordonnées GPS sur un site dédié avec des informations sur la cache, puis les gens partent à leur recherche, signent le carnet, et éventuellement échangent des objets. De nos jours, il existe même une application qui facilite tout ça, permettant d'ajouter des photos, des notes, des indices, et ce genre de choses. Un jour, nous avons décidé d'aller chercher une cache en particulier. Nous avons cherché partout, retourné chaque pierre, fouillé chaque recoin, mais impossible de la trouver. C'était frustrant, mais ça fait partie du jeu. Nous y sommes retournés une semaine ou deux plus tard. Même scénario, pas de cache en vue. Pourtant, elle était marquée comme trouvée assez récemment sur l'application, sinon nous aurions juste supposé qu'elle avait disparu, ce qui arrive parfois. Finalement, nous avons abandonné et sommes partis chercher d'autres caches dans les environs. Quelques semaines plus tard, nous faisions une nouvelle sortie de géocaching, et avons décidé d'essayer à nouveau cette cache qui nous avait échappé. Je vérifie l'application et je vois qu'elle a été trouvée depuis notre dernière tentative. Plein d'espoir, nous commençons à chercher de nouveau, en utilisant un indice laissé par le dernier utilisateur à l'avoir trouvée. Et cette fois, après un long moment, nous la trouvons enfin. Le soulagement est palpable. Je sors mon stylo pour inscrire nos noms dans le carnet, mais là, en déroulant le papier, le monde semble s'arrêter un instant. À la toute dernière ligne du carnet, nos noms sont déjà inscrits, et c'est écrit de ma main. Je n'arrive pas à y croire. J'appelle mon père pour lui montrer, et nous restons là, tous les deux, à fixer le carnet, complètement perdus. Nous essayons de comprendre comment cela est possible. Je vérifie à nouveau l'application et je réalise avec stupeur que la dernière personne à avoir trouvé la cache, c'était nous. Le pseudo de l'utilisateur était notre propre pseudo, et l'indice que nous venions de suivre, c'est nous qui l'avions laissé. Nous avons revécu cette scène en boucle dans nos têtes pendant des années. C'est l'un de ces événements inexplicables qui semblent tout droit sortis d'un autre univers. Peu importe combien de fois j'en parle à d'autres personnes, j'ai toujours l'impression que personne ne me croit vraiment. C'est tellement bizarre et ça ressemble tellement à une fusion de lignes temporelles que j'imagine que ça paraît invraisemblable. Heureusement, mon père était là, et je sais qu'il me croit à 100%, car il a vécu exactement la même chose. Je me souviens même avoir vérifié les dates, et notre première découverte était datée du jour où nous avions cherché pour la deuxième fois, avant cette fameuse deuxième découverte. Cela n'a absolument aucun sens. Nous n'aurions jamais pu oublier une découverte après avoir passé tant de temps à chercher cette cache. Elle nous obsédait, et nous ne pouvions pas simplement la laisser tomber. Je n'arrive toujours pas à expliquer comment j'ai pu ne pas remarquer que le pseudo du dernier utilisateur était le nôtre avant de trouver la cache. Tout s'est passé d'une manière tellement étrange, comme si une partie de nous était déjà passée par là et avait laissé des traces, mais sans que nous en ayons le moindre souvenir conscient. C'est presque comme si deux versions de nous s'étaient croisées sans se rencontrer. Cet événement s'est déroulé il y a plusieurs années, mais après avoir parcouru certains récits similaires, il m'a rappelé cette rencontre dérangeante avec un type vraiment étrange dans un pub à Manchester. Son aura, sa présence, me donne encore des frissons quand j'y repense. En 2018, j'étais allé voir un concert à l'Académie. Avant le concert, j'avais dîné et pris quelques verres avec mon ex dans un pub. Pendant que nous buvions,
il y avait ce type vraiment bizarre au bar, non loin de nous. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a immédiatement rappelé un proche ami que j'avais perdu quelques mois plus tôt à cause d'une overdose. Mon ami n'avait que 19 ans lorsqu'il est décédé. Pourtant, cet inconnu, bien qu'étant beaucoup plus âgé, dégageait la même énergie, le même ressenti. C'était une sensation si troublante qu'elle me mettait mal à l'aise. Alors que l'alcool commençait à faire effet et que nous nous détendions, je me suis retrouvé à discuter avec cet homme. Au départ, il semblait plutôt sympathique, engageant, et nous avons échangé quelques banalités. Puis, d'un coup, il m'a annoncé qu'il était clairvoyant et m'a demandé si je voulais qu'il me prédise mon avenir. Je n'ai jamais été à l'aise avec ce genre de choses. L'idée de recevoir de mauvaises nouvelles ou de me préoccuper de quelque chose avant que cela n'arrive me terrifie. Je voulais éviter cela à tout prix. Mais mon ex, curieuse et un peu amusée par la situation, a insisté pour qu'il me dise ce qu'il voyait dans mon futur. Je me souviens m'être senti agacé parce que c'était elle qui voulait savoir, et pourtant c'était moi qui allais entendre ce qu'il avait à dire. Ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. Il a affirmé que j'allais faire une énorme erreur et perdre ma petite amie. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais entendre juste avant d'aller à un concert avec elle. Ensuite, il a dit que j'allais me retrouver dans une bagarre et que je perdrais mes dents de devant. Comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté que j'allais me faire poignarder, et que tout cela se produirait dans les 3 mois. À ce moment-là, mon ex a simplement haussé les épaules et m'a dit de ne pas faire attention, que c'était juste un fou qui racontait n'importe quoi. Après avoir lâché ses prédictions sinistres, il a sorti 3 Xanax de sa poche, les a avalés d'un coup, puis m'a adressé un sourire étrange, troublant, qui semblait familier, avant de descendre son verre et de s'en aller sans un mot de plus. Ce sourire. C'est là que tout a pris une autre dimension pour moi. Mon ami, celui qui était décédé, avait aussi été mêlé au Xanax avant de mourir, et le sourire de cet inconnu m'a rappelé exactement celui de mon ami. Je ne saurais l'expliquer, mais cette interaction m'a laissé une sensation bizarre, comme si quelque chose de bien plus profond était en jeu, quelque chose que je ne pouvais pas saisir. Contre toute attente, chacune des prédictions de cet homme s'est réalisée. Tout s'est passé exactement comme il l'avait dit, et dans les 3 mois qui ont suivi. J'ai vraiment fait une énorme erreur et ma copine m'a quitté. J'ai eu une bagarre lors d'une soirée et j'ai perdu mes dents de devant. Puis, un peu plus tard, je me suis retrouvé dans une altercation où j'ai effectivement été poignardé. C'était presque trop précis pour être une coïncidence. L'année dernière, mon mari et moi sommes allés au centre commercial un samedi. Nous avions prévu de faire un peu de shopping au supermarché pour nous changer les idées. À notre arrivée, toutes les portes extérieures du supermarché étaient barricadées avec des panneaux en bois sur lesquels on pouvait lire « Fermé, écrit à la bombe ». Ce centre commercial a 2 supermarchés, un pour les hommes et un pour les femmes, et les 2 étaient barricadés, les portes intérieures étaient fermées par des grilles métalliques. Finalement, nous sommes allés chez Nordstrom où j'ai acheté une paire de chaussures et discuté avec la vendeuse du rayon chaussures à propos de la fermeture du supermarché. Quelques jours plus tard, nous parlions avec ma fille, qui nous racontait qu'elle avait vécu une expérience étrange au comptoir des parfums du supermarché pour hommes ce même samedi. La vendeuse derrière le comptoir l'ignorait complètement, et ma fille essayait de demander de l'aide à quelqu'un dans un rayon adjacent, mais personne ne voulait reconnaître sa présence. Elle a dit que les employés se comportaient comme des PNJ dans un jeu vidéo, se déplaçant juste de manière mécanique, alors elle a quitté le magasin et est allée chez Sephora pour acheter le parfum qu'elle cherchait. Elle a ensuite quitté le centre commercial par l'une des autres sorties, plutôt que de passer par le supermarché. Mon mari et moi lui avons alors demandé à quelle heure elle était allée et si elle était bien certaine que c'était le même samedi. Elle avait encore le ticket de caisse de son achat de parfum, et moi, j'avais celui de mes chaussures. Nous étions là à peu près au même moment, le même jour. La seule différence, c'est que pour elle, les portes n'étaient pas barricadées et elle a pu entrer, alors que nous n'avons pas pu parce que tout était fermé. Plus tard ce week-end-là, je suis retourné au centre commercial. Le supermarché n'était pas du tout barricadé, alors je suis entré. Pendant que je faisais mes achats, j'ai demandé à 2 personnes différentes pourquoi les portes étaient barricadées le samedi précédent. Je pensais qu'ils préparaient peut-être des décorations de Noël ou qu'ils faisaient un inventaire. Elles m'ont regardé comme si j'avais poussé un navet sur la tête et m'ont toutes les 2 répondu qu'elles étaient ouvertes comme d'habitude.
Ce qui s'est passé la nuit dernière me laisse dans un état de confusion totale. Je n'ai pas osé en parler à mes amis ou à ma famille, par peur qu'ils me prennent pour un fou. J'avais besoin de savoir si quelqu'un d'autre avait déjà vécu quelque chose de similaire. Hier soir, je promenais mon chien dans un parc près de chez moi, dans le quartier de ma maison de ville. Il commençait à faire nuit, mais il restait encore quelques personnes dans le parc. Alors que je m'apprêtais à rentrer, j'ai entendu une conversation entre un homme et une femme. Il semblait un peu plus âgé que moi, probablement dans la trentaine. Ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'est que la voix de l'homme sonnait exactement comme la mienne. Ce n'était pas seulement une ressemblance, c'était comme écouter un enregistrement de ma propre voix, avec les mêmes intonations, les mêmes inflexions, et même le même rire. Pris de curiosité, je me suis rapproché avec mon chien. Et c'est là que les choses ont pris une tournure vraiment étrange. L'homme parlait à la femme de détails de vie qui semblaient être tirés directement de ma propre existence, mais d'un point de vue extérieur, comme s'il racontait ma vie à quelqu'un d'autre. Il a mentionné un voyage que j'ai fait en Islande il y a quelques années, un petit accident de voiture que j'ai eu récemment, et même mes projets de lancer ma propre entreprise, des plans dont je suis encore en train de réfléchir et que je n'ai absolument partagé avec personne. Pendant que j'essayais de comprendre ce que j'entendais, mon chien, d'ordinaire calme et amical, a commencé à grogner, visiblement agité. Cela ne lui ressemble pas du tout. C'était comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'était pas normal dans cette situation. Je suis resté là, caché dans l'ombre, à observer et écouter cette scène surréaliste, tentant de faire sens de ce que je vivais. Mais plus j'écoutais, plus un sentiment de malaise s'installait en moi. J'ai commencé à me sentir étrange, comme pris de nausées, un vertige soudain qui m'a traversé de la tête aux pieds. C'était trop. Je me suis décidé à quitter les lieux et à rentrer chez moi avec mon chien, encore troublé par ce que j'avais entendu. Depuis, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, mais je n'arrive toujours pas à en tirer une conclusion rationnelle. Comment cet homme pouvait-il connaître tous ces détails intimes de ma vie? Ce n'était pas seulement une coïncidence, tout ce qu'il disait correspondait exactement à mon parcours. Ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il a parlé de mes projets de créer une entreprise, un projet dont je n'ai même pas encore parlé à mes amis ou ma famille. Il n'y a aucune chance que quelqu'un soit au courant de ces plans. L'impression qui me hante le plus est celle d'avoir, d'une manière ou d'une autre, croisé une version alternative de moi-même. C'était comme si cet homme était moi, mais issu d'une autre réalité ou d'un autre moment de ma vie. Je ne trouve aucune explication logique à cet événement. Mon esprit essaie constamment de trouver des réponses, mais chaque théorie semble plus improbable que la précédente. Je ne sais pas quoi en penser. J'oscille entre la perplexité et la peur, craignant d'avoir été témoin de quelque chose qui dépasse la compréhension. Peut-être que j'ai simplement entendu une conversation bizarre, ou peut-être ai-je entrevu une partie de moi-même que je ne devais pas rencontrer. Hier soir, je me suis couché en étant un homme presque parfaitement heureux. J'ai une vie relativement réussie, bien que je ne sois pas aussi accompli que je le devrais, ni aussi grand échec que je le mérite. J'ai une femme extraordinaire, 2 enfants merveilleux, et je n'ai pas de véritable raison de me plaindre. Cependant, cette nuit, ce qui aurait dû être un simple rêve a totalement bouleversé ma journée. Pour contextualiser, j'ai eu une relation de 4 ans, de 17 à 21 ans, avec une petite amie de l'époque. Nous sommes restés très proches, malgré notre rupture, jusqu'à ce que je rencontre ma femme il y a 10 ans. À ce moment-là, nous avons tous les deux décidé qu'une amitié était impossible, d'autant plus que nous avions alterné entre essayer de nous remettre ensemble et nous éloigner pendant presque une décennie. Cette nuit-là, ce que je ne peux décrire que comme un rêve a complètement submergé mes pensées. Je me souviens clairement m'être endormi dans la maison où je me suis réveillé ce matin, aux côtés de ma femme. Le rêve a commencé lors d'un rassemblement auquel j'assistais avec ma famille. Mon ex-petite amie était présente, accompagnée de son mari actuel. Alors que je me levais pour aller chercher un verre, elle m'a abordé et m'a demandé avec insistance de la suivre dans une pièce à l'arrière. Une fois dans la pièce, elle m'a dirigé vers un placard et m'a poussé à y entrer avec elle. Ce qui s'est passé ensuite semblait surréaliste, presque comme une expérience hors du corps. J'étais soudainement transporté 21 ans en arrière, debout dans l'allée de ses parents, et nous étions en train de discuter de notre rupture.
Je pouvais revivre ce moment précis où elle partait pour l'université dans une autre ville. Sauf que, cette fois-ci, j'ai fait un choix différent. J'ai accepté de la suivre, de déménager avec elle. À cet instant, je me suis senti comme si je m'intégrais à mon propre corps plus jeune, celui de mes 21 ans. À partir de ce moment, j'ai commencé à revivre ma vie, mais cette fois-ci, en ayant choisi de rester avec elle. Je l'ai vue obtenir son diplôme pendant que je travaillais, puis j'ai suivi des études pendant qu'elle travaillait à son tour. Nous nous sommes mariés. Je me souviens clairement de notre mariage, de notre lune de miel au Mexique. Les souvenirs défilaient rapidement, mais ils semblaient incroyablement réels. Nous avons eu un fils, puis une fille. Nous sommes partis en vacances, avons vécu dans une maison magnifique, entourés de nouveaux amis. Je me rappelais de ces amitiés comme si elles avaient toujours existé. Je menais une carrière complètement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Tout était cohérent, tangible. Nous étions heureux, amoureux. Le soir, en nous couchant, je me surprenais à lui parler de ma femme actuelle et de la vie que j'avais de l'autre côté. Chaque fois, elle me répondait que cette vie n'existait pas. Elle insistait sur le fait que ce n'était pas un rêve. Plus étrange encore, lorsque je pensais à ma vie réelle, elle me proposait de me montrer ses souvenirs, et je pouvais les revoir comme si je consultais une vieille photo. Tout était si vif. Au fil du temps, cette nouvelle vie a commencé à prendre le dessus. Mes souvenirs de mon existence réelle s'effaçaient, remplacés par cette nouvelle réalité. Mes parents, dans ce monde-là, n'avaient jamais divorcé. Mon frère, qui avait eu une carrière fulgurante dans la réalité, vivait toujours chez eux, perdu dans une vie sans ambition, accablé par l'apathie. La maison que j'avais construite il y a 15 mois n'existait pas. Le lieu où je travaillais n'était plus mon employeur. Ma confusion ne faisait qu'augmenter. Les années ont passé. Mon ancienne vie s'estompa complètement. Je m'occupais de mes enfants, je les conduisais à l'école, aux entraînements. J'étais convaincu que c'était la réalité. Je suis même allé voir des médecins. On me diagnostiqua une schizophrénie, affirmant que ces souvenirs alternatifs n'étaient que des délires. J'ai dû arrêter de boire pour éviter de me rappeler cette autre vie. Ma carrière s'en ressentait, et ma vie se réduisait à un combat quotidien pour faire taire ces souvenirs. Je me suis battu contre cette conviction d'un autre passé jusqu'à ce que tout s'estompe. Des années plus tard, alors que je prenais ma retraite, je repensais à cette époque de ma vie où j'étais convaincu d'avoir vécu autrement. Ma femme de ce monde me confiait qu'il était possible de revivre cette vie. Elle me révéla qu'elle se souvenait également de ce rassemblement et de ce placard. Elle avait, elle aussi, vécu la vie que nous avions imaginée si nous n'avions jamais rompu. Déconcerté, j'ai réalisé qu'elle avait choisi de revenir en arrière et m'avait emmené avec elle. J'étais maintenant un vieil homme, ayant passé près de 50 ans avec cette femme, oubliant presque totalement mon ancienne existence. Ma vie actuelle me paraissait floue et distante. Pourtant, elle m'a assuré que nous pouvions retourner dans le placard et tout revivre. Ou alors, nous pouvions rester ensemble dans cette réalité. Je me suis levé, encore sous le choc, et me suis dirigé vers ce fameux placard. J'ai franchi la porte et suis ressorti directement dans le rassemblement d'origine. Comme si tout ce que j'avais vécu n'était qu'un battement de cils. Je suis rentré chez moi avec ma femme actuelle et mes enfants, sans dire un mot de ce qui venait de se passer. Ce matin, en conduisant au travail, j'avais l'impression d'aller au mauvais endroit. Il m'a fallu un certain temps pour accepter cette réalité. Les souvenirs de l'autre vie, de l'autre famille, étaient encore vivaces dans mon esprit. Je me sentais plus sage, plus mature. J'avais l'impression d'avoir vécu 2 vies, d'avoir eu la chance de tout recommencer avec une nouvelle perspective. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'étaient devenues les personnes que j'avais connues dans cette autre existence. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'avais choisi ma femme actuelle et la vie que nous avions ensemble. Je ne sais pas quel monde est le véritable, ni même si cela a encore de l'importance. Tout ce que je sais, c'est que je me souviens de 2 passés. Mon esprit reste hanté par les bribes de cette autre vie, mais je me sens étrangement en paix. Comme si j'avais eu l'opportunité de vivre 2 fois, d'explorer des chemins différents, de découvrir une sagesse qui m'aurait autrement échappé. Je suce pas toujours mes clés au même endroit, sur un butoir situé au-dessus de la porte d'entrée. Ce matin,
Alors que je suis rentré chez moi après être sorti, j'ai voulu les accrocher à leur emplacement habituel, mais j'ai légèrement raté et elles sont tombées sur une couverture que je garde au niveau de la fente de la porte. En les voyant tomber, j'ai pensé qu'elles s'étaient simplement enroulées dans le tissu. J'ai donc immédiatement soulevé la couverture pour les récupérer, mais aucune clé n'en est tombée. Elles avaient complètement disparu. Je me suis mis à chercher frénétiquement, pensant qu'elles avaient peut-être glissé sous la porte. J'ai vérifié à l'extérieur, autour de la porte, sous le tapis, dans le placard voisin, dans les chaussures posées à côté, mais rien. Introuvable. Après avoir fouillé méthodiquement toute la pièce, y compris derrière le canapé que j'ai même déplacé, les clés étaient toujours portées disparues. 3 heures se sont écoulées, et je n'ai toujours rien trouvé. J'ai manqué l'événement prévu et je commence à paniquer, car je dois travailler à 4 heures du matin le lendemain, et ces clés sont essentielles, elles me donnent accès à mon appartement, à ma voiture et à ma boîte aux lettres. Face à l'impossibilité de retrouver mes clés, j'ai essayé des méthodes plus inhabituelles. J'ai demandé à voix haute de les récupérer, offert de la crème en guise de sacrifice au cas où des esprits ou pixies en seraient responsables, et même récité la prière de Saint Antoine, patron des objets perdus. Rien n'a fonctionné. Les clés semblaient s'être volatilisées. Malgré toutes les recherches, je ne peux pas expliquer cette disparition. Il n'y a littéralement aucun autre endroit où elles pourraient être. C'est comme si elles avaient été aspirées par une faille invisible ou un espace parallèle. Je suis désespéré, car remplacer ces clés est compliqué et coûteux. Je tiens à préciser que j'étais loin d'être un enfant quand cet événement s'est produit. À l'époque, mon petit frère était encore à l'école primaire et avait un ami nommé Jackson. C'était un garçon mignon avec des cheveux bruns, toujours souriant. Chaque jour, à son retour de l'école, mon frère nous racontait comment il avait passé la récréation avec Jackson et un autre petit garçon, que nous appellerons le roi. Je me souviens très bien de ces récits. Mon frère semblait avoir beaucoup d'affection pour Jackson, et leurs aventures à l'école faisaient souvent partie de nos discussions en famille. Mes parents trouvaient d'ailleurs le nom Jackson vraiment adorable. À tel point que, lorsque nous cherchions une nouvelle maison, nous avions envisagé de déménager à Jackson, Mississippi. Le nom de cette ville rappelait immédiatement à tout le monde l'ami de mon frère, ce qui devenait un sujet de plaisanterie récurrent. Peut-être que nous devrions nous installer là-bas pour que Jackson puisse passer plus de temps avec son pote. Les souvenirs de ces conversations sont limpides. J'ai même des images précises de mon frère parlant de leur trio à l'école, Jackson et le roi formant un petit groupe inséparable. Il me semblait évident que tout le monde se souvenait de lui. Mais l'année dernière, lorsque j'ai mentionné Jackson lors d'une conversation, tout a pris une tournure étrange. Personne dans ma famille ne se souvenait de lui. Ni ma mère, ni mon père, ni même mon frère. Ils ont tous nié l'existence de cet ami, affirmant que mon frère n'avait jamais eu de camarade de classe ou d'amis portant ce nom. J'étais abasourdi. Je leur ai rappelé les discussions sur son nom, le fait que ma mère aimait tellement ce prénom, et même la coïncidence avec notre recherche de maison à Jackson, Mississippi. Pourtant, rien n'a ravivé leur mémoire. C'était comme si Jackson n'avait jamais existé, comme si tout cela n'était qu'une illusion de mon esprit. Ce qui rend cela encore plus déroutant, c'est que tout le monde se souvient très bien de le roi. Son nom, son apparence, et même des anecdotes spécifiques à son sujet. Mais Jackson? C'est comme s'il avait été effacé de la réalité. Pourtant, je peux affirmer avec certitude qu'il a existé. Je l'ai vu, je l'ai entendu à travers les récits de mon frère, je l'ai vu se dessiner dans notre quotidien familial. Ma fille a aujourd'hui 21 ans. Cet événement s'est produit lorsqu'elle avait environ 2 ans et demi. Je me trouvais dans la cuisine, qui donnait directement sur le salon. Mon mari était affalé sur le canapé, à moitié endormi, devant la télévision, tandis que ma fille se promenait gaiement dans la pièce, explorant son environnement comme le font tous les jeunes enfants. J'ai ouvert la porte du four pour vérifier la cuisson du repas. J'ai ensuite tourné la tête vers le tiroir à côté pour attraper un gant de cuisine. À ce moment-là, tout était normal. Mais en me retournant vers le four, j'ai aperçu ma fille, presque à mes pieds, avançant dangereusement vers la porte du four, qui était encore ouverte et brûlante. Elle a trébuché et commencé à chuter en avant,
les mains tendues vers le four. Soudain, une série d'images s'est imposée à mon esprit avec une violence et une clarté déconcertantes. C'était comme si le temps s'était figé, m'obligeant à voir un avenir sombre et douloureux. Dans cette vision, je l'ai vu tomber directement sur la porte du four, ses mains entrant en contact avec la surface brûlante, suivies de ses cris de douleur. J'ai vu le reste de notre vie se dérouler comme un film, nous l'emmenant en urgence à l'hôpital, les médecins nous expliquant l'étendue des brûlures. Les mois passaient, et notre quotidien devenait une suite interminable d'hospitalisation, de soins et de traitements. Les années défilaient sous mes yeux. Ma fille grandissait, marquée par des cicatrices douloureuses et visibles, des brûlures couvrant ses mains et son visage, limitant ses mouvements. Je la voyais traverser les étapes de la vie, enchaîner les interventions chirurgicales, lutter pour retrouver un semblant de normalité. Toute notre existence était marquée par cet accident, avec des visites régulières à l'hôpital et des consultations avec des spécialistes. Chaque moment de joie semblait assombri par les séquelles de ce jour. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, j'ai été ramené brutalement à la réalité. Le poids de ces vies vécues en un éclair s'est dissipé, et j'ai réalisé que ma fille ne se trouvait plus juste devant le four. Elle était plus loin, à plus d'1 mètre, tombée sur les mains et les genoux comme si elle venait juste de trébucher sur le sol. Pourtant, il n'y avait aucune explication logique à cette distance. Quelques secondes auparavant, elle était en train de chuter directement vers la porte du four, mais maintenant elle était bien trop éloignée. Le contraste entre ce que je venais de voir et ce que j'avais sous les yeux m'a laissé déconcerté. Comment avait-elle pu se retrouver si loin en si peu de temps ? Comment était-il possible qu'elle ait évité ce contact brûlant, alors que tout pointait vers l'inévitable ? Ce moment est resté gravé dans ma mémoire comme l'un des plus marquants de ma vie de parent. Ce n'était pas seulement la peur pour ma fille, mais aussi le sentiment étrange d'avoir vécu une autre réalité, d'avoir entrevu un avenir qui, par miracle, avait été évité. Plus tard, lorsque ma fille est devenue adulte, je lui ai raconté cet épisode. Elle a été troublée d'apprendre cette histoire, de ressentir, au fond d'elle-même, une connexion inexplicable avec ce récit, comme si cet avenir possible avait laissé une trace dans son subconscient. C'était une journée comme une autre. Je sortais du bureau, fatigué mais content de pouvoir rentrer chez moi. Depuis quelques mois, j'avais pris l'habitude de rentrer à vélo. J'avais décidé de le faire pour perdre quelques kilos, et honnêtement, je commençais à vraiment apprécier ce petit rituel quotidien. Habiter à la campagne me permettait de profiter de l'air frais et des paysages verdoyants. C'était ma bouffée d'oxygène après les journées stressantes au travail. Le moment que je préférais lors de ce trajet était la grande descente juste avant d'arriver chez moi. Une belle ligne droite qui me permettait de relâcher la pression. Pas besoin de pédaler, je pouvais juste me laisser porter par la pente et savourer la sensation de vitesse, le vent s'engouffrant dans mes vêtements. C'était presque méditatif. Mais ce jour-là, tout a basculé. En approchant de la descente, j'ai remarqué un peu plus bas plusieurs voitures arrêtées. Ça m'a paru étrange, car cette route est généralement déserte à cette heure-là. En m'approchant, j'ai distingué des cônes de signalisation orange et un panneau indiquant des travaux. Un embouteillage s'était formé, et les voitures étaient complètement à l'arrêt. Je descendais à vive allure, comme d'habitude, mais cette fois, il fallait que je m'arrête. Pas de problème, me suis-je dit. Je freine et je gère ça tranquillement. Sauf que le frein arrière n'a pas répondu. J'ai appuyé plus fort, sans succès. Un petit coup de panique m'a traversé. À cette vitesse, freiner seulement de l'avant serait trop risqué. Je risquais de passer par-dessus le guidon et de me blesser gravement. Les voitures en contrebas se rapprochaient de plus en plus vite. Mon esprit a commencé à paniquer, cherchant une solution, une échappatoire. J'ai appuyé encore et encore sur les freins, mais rien n'y faisait. C'était comme si j'étais piégé dans un cauchemar où mes actions n'avaient plus aucune prise sur la réalité. À ce moment-là, j'ai compris que c'était trop tard. Il n'y avait plus moyen de s'arrêter. Je me suis résigné à l'idée que j'allais percuter l'arrière de la dernière voiture. J'ai fermé les yeux, contracté tous mes muscles, et j'ai attendu l'impact. Mais rien. Au lieu de ressentir le choc brutal que j'attendais, j'ai eu une étrange sensation. Comme si l'air autour de moi s'était densifié et que le monde entier se déformait.
C'était comme traverser un épais brouillard, avec des étincelles tout autour. J'ai rouvert les yeux, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. J'étais de l'autre côté du bouchon. Devant les travaux, la route dégageait devant moi, toujours à la même vitesse. J'ai freiné de toutes mes forces, réussissant finalement à m'arrêter. Le cœur battant à tout rompre, je me suis retourné pour regarder derrière moi. Les voitures étaient toujours là, bloquées. Rien n'avait bougé. Comment avais-je fait pour me retrouver ici? Comment avais-je pu passer à travers ce bouchon sans rien toucher, sans me blesser? Je tremblais de tous mes membres. Mes mains étaient moites, et une étrange sensation de picotement les traversait. C'était comme si elles avaient été plongées dans de l'électricité statique. Pendant tout le reste du trajet, je n'ai cessé de me demander ce qui venait de se produire. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle, mais rien n'avait de sens. Arrivé chez moi, tout était normal. Le même calme habituel. Les oiseaux chantaient, le soleil se couchait paisiblement derrière les collines. Mais moi, j'étais en sueur, encore secoué par ce qui venait de se passer. J'ai posé le vélo contre le mur, les mains toujours engourdies. Je n'ai jamais compris ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que je reprends cette route et que j'arrive en haut de cette grande descente, un frisson me parcourt l'échine. Comme un rappel que ce jour-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.